Neoxys revient dans un droit de réponse suite aux accusations. Neoxys, un cofondateur de Trash, on a fait 2 vidéos à ce sujet. On a eu l'article du 20 minutes qui a jeté l'eau propre sur Neoxys. Je dis bien l'eau propre, hein, pour voir combien de commentaires vous allez mettre pour dire ça dit pas eau propre, ça se dit eau propre. Bon, bref. Et on a vu également un autre mini-thread de quelques petites preuves qui débunkent les accusations envers Neoxys. Et là, Neoxys revient avec un droit de réponse de 44 pages. Évidemment qu'on va lire. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que il les démonte tellement bien qu'il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Il y a vraiment plus rien. Et c'est là aussi, ça soulève le problème de toutes ces nanas qui dénoncent des gens sur la base de rien, sur la base de absolument rien, et toutes ces histoires en deviennent tellement contre-productifs face à d'autres nanas qui subissent vraiment des dingueries horribles et qui vont avoir leur témoignage complètement réduit à néant à cause de ce genre d'histoire. Pourquoi il faut lire le témoignage de Neoxys ? Parce que c'est assez intéressant de voir comment essayer de se justifier dans ce marasme, comment essayer de mettre tout ça en avant, et le délire d'énergie qu'il faut mettre en marche pour rétablir la vérité. On est clairement dans une loi Brandolini hallucinante, parce que tout le monde va juste s'arrêter sur 2 tweets d'accusation, et très peu de personnes vont lire le droit de réponse de Neoxys. Mais il faut le lire, il faut prendre son temps pour le lire. Attention, please. Surtout que vous allez voir, ça part très très fort. Ça part très très fort. Cher 20 minutes, vous avez publié de fausses accusations, alors je vais vous envoyer toutes les preuves de mon innocence. Nous avons eu 1 heure d'entretien que vous avez résumé à quelques petites phrases à charge sorties du contexte. Moi, quand on avait lu le truc de 20 minutes, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que Neoxys n'ait pas donné plus de réponses. Et en fait, apparemment, ils ont discuté pendant 1 heure, sauf qu'ils n'ont pas gardé, ils n'ont rien gardé. Ils ont gardé que ce qui les arrange. C'est là que tu te dis, il y a quand même un problème. Il y a un problème chez ces gens qui se disent journalistes. Ah non, ça c'est pas bon par rapport à mon narratif, donc on va l'enlever. Magnifique journalisme. Vous n'avez quasi rien utilisé, comme si votre but n'était pas la vérité, mais d'organiser un lynchage public. Peut-être est-ce à voir avec le fait que l'autrice de ce papier et mon ex sont des amis de longue date, preuve plus bas, et qu'elle vous a vendu à prix d'or cette pige comme un soi-disant scoop, mais que n'ayant pas trouvé grand-chose, elle a dû créer de toutes pièces un storytelling pour me faire passer pour un youtubeur qui manipule et violente ses jeunes abonnés. Je sais pas, alors je découvre le droit de réponse en même temps, hein. Donc on va voir ça, mais j'espère qu'il va la traîner en justice, quoi. Aussi bien la journaliste que son ex. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Tout ça est faux et on va le prouver, lisez bien jusqu'au bout, ce sera très complet. Déjà, tout ce qui est décrit dans cet article est aux antipodes de mes valeurs. 1. Frapper une femme est inacceptable. 2. Forcer un rapport est intolérable. On parle d'ailleurs de rapports d'abord consentis. Ce qui est reproché, ce sont des prétendues pratiques violentes pendant celle-ci. Or, il n'est jamais précisé dans l'article qu'il s'agissait de rapports soft BDSM initiés à la demande de celle-ci, avec des écrits, preuve plus bas, encadrés par un safe word, un mot magique pour tout arrêter, et de nombreuses sécurités. 3. J'évite toute relation avec les abonnés. Ces histoires ont commencé par des matchs Tinder, OkCupid, sans aucun lien avec la chaîne, avec le hasard des algorithmes et une envie réciproque, sinon il n'y aurait pas eu match. Bien sûr, je suis triste d'apprendre qu'une ex-petite amie exprime aujourd'hui une souffrance, je n'ai jamais voulu lui causer, et j'étais sûr d'avoir pris toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. Le cas de Léa. On est resté en couple libre presque 1 an, de janvier 2020 à novembre 2020, et c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire à date de l'interview. Voici les accusations faites dans l'article. Accusation 1. Léa mentionne avoir eu un flashback 3 ans après, lors d'une discussion avec la rédactrice de l'article. Pendant un rapport qu'elle admet d'abord consenti, je lui aurais, je cite, « maintenu les bras », alors qu'elle aurait soi-disant dit que ça faisait mal. Ce sont les propos qui ont été rapportés pendant l'interview.
Ces éléments ne sont malheureusement pas dans l'article qui reste volontairement vague. Soyons clairs, je ne me souviens pas de cette scène. Le problème étant que, et je vais me répéter, l'article ne mentionne jamais que nous étions à la demande de Léa dans un rapport de domination soft BDSM encadré par un safe word et de nombreuses sécurités. Voici les règles qu'elle a définies. Si je te dis le safe word, c'est que je suis vraiment pas bien et qu'il faut que tu arrêtes, au moins pour faire une petite pause. Idem si jamais j'ai l'air vide et que je gémis pas. Il vaut mieux que tu checkes mon consentement. Enfin, ça vaut pour n'importe quelle fille, ça. Le reste du temps, quand je te dis arrête ou que je te repousse, je t'avoue que c'est plus un jeu pour moi. Bien sûr, c'est révocable à tout moment, ce qu'elle n'a pas fait et je m'en suis assuré par confirmation orale systématique, mais ça illustre la dynamique de la relation. Son envie d'avoir une relation soft BDSM remonte à nos premiers échanges avant notre rencontre. En vrai, je sais pas trop quoi répondre étant donné que tout ce qui est rapport de domination-violence, ce qui est assez large comme pratique, c'est la routine pour moi. Genre, faut minimum qu'on m'étrangle, sinon c'est pas la peine, MDR. Donc ça, c'est elle qui parle. Notre safe word, mot magique pour tout arrêter, sera régulièrement répété pendant la relation. Mon safe word, c'est framboise, si ça peut servir. J'ai toujours veillé au consentement et au respect de ma partenaire, ainsi, en février 2020, je lui ai envoyé un SMS pour mieux définir les limites de nos jeux soft BDSM. C'est ce « j'ai peur de te violer » qui est cité de façon tronquée et incomplète, cité à charge alors que ça montre mon attention à son consentement. Léa a répondu par message « Tu peux y aller, tu n'as pas fait de mal pour l'instant, donc je ne me fais pas de soucis ». Au vu du message, tout semblait être au vert. Sauf que son aveu serait annulable en parlant d'emprise, 1 mois après notre rencontre, alors que la personne avoue, dans l'article, ne pas me connaître d'avant Internet. Je ne comprends pas. L'article a surtout ignoré la première partie de la réponse de Léa, qui est la plus explicite. Je la cite. « Quand je te dis « arrête » ou que je te repousse, je t'avoue que c'est plus un jeu pour moi. » Voir un message plus haut. Nous avons bien discuté de ça. Cette information, je l'ai transmise à la rédactrice. Pourquoi ne pas l'avoir cité ? Par sécurité, j'ai toujours marqué une pause pour vérifier car le soft BDSM implique une écoute continue des partenaires. Elle n'a jamais utilisé le safe word, s'est toujours montrée enthousiaste et n'a jamais mentionné une quelconque problème de consentement pendant nos 1 an de relation. Et on en discutait souvent. Pourquoi me reprocher aujourd'hui des pratiques de domination quand celle-ci était à sa demande dans le cadre d'un jeu de rôle ? Et donc il la cite. Je suis trop horny, putain. Je veux juste ton foutre dans ma bouche et tout avaler, là. Me faire dominer comme tu le fais si bien. Tu me fais tellement mal, mais tu me fais tellement de bien. En même temps, je suis tellement accro. Moi, quand je pense que je vais pouvoir te sucer ce soir. Dure journée pour être une cumslut. Donc cumslut, comme j'ai déjà dit, c'est les nanas qui ont un énorme besoin en fer et qui doivent boire assez souvent. Parce que c'est très concentré en fer. Elle ironise, pas d'abus physique pour moi ce soir, Doramuto a gagné, putain. Aujourd'hui, et malgré ces messages qu'elle a forcément relus, elle nie la dynamique BDSM, mais quelques lignes plus bas, elle admet que nous avions un safe word. Comment la rédactrice a-t-elle pu laisser passer une telle contradiction, surtout quand elle est en possession de tous nos échanges ? Accusation numéro 2. Léa décrit notre relation comme une relation emprise psychologique. Sauf que de nombreux messages mentionnent son attirance pour les pratiques soft BDSM avant notre rencontre, voire un message plus haut. A-t-elle prétendu aimer ça pour faire plaisir à son youtubeur favori, Sick ? Non, même pas. Léa affirme elle-même dans l'article n'avoir aucune connaissance de la notoriété du vidéaste avant de le rencontrer. Ce qu'elle m'avait confirmé pendant nos échanges, avant même que je lui précise ne pas sortir avec les fans. Et donc il cite. Oh, ça provoque des réactions encore plus expansives, mais je ne fais jamais de sexe ou d'amour avec des abonnés fans. J'ai trop d'emprise morale sur eux. Ce n'est pas sain. Et elle répond. Oh bah il manquerait plus que tu finisses sur balance ton youtubeur, haha. Mais tu dois forcément en croiser sur Tinder, non ? Tu fais comment dans ce genre de situation ? Soyons réalistes. Une emprise ne se construit pas après quelques échanges et un rendez-vous Tinder. Surtout que la personne admet ne pas me connaître d'avant sur Internet. Elle n'est ni fan, ni abonnée. L'emprise implique juridiquement une ascendance très forte, maître-élève, patron-employé, dépendance financière ou professionnelle, des intimidations et surtout une certaine durée.
pas en un mois et 2 dates. Exemple, ce jeune élève de 14 ans qui a eu une emprise, enfin, la maîtresse plutôt d'école de 40 ans qui a eu une emprise sur son jeune élève de 14 ans. J'ai l'impression que l'emprise est utilisée ici de façon inappropriée, comme un joker pour balayer les preuves apportées. Je n'ai noté aucun changement d'attitude ou d'humeur entre ces premiers messages ayant avant rencontre et la suite de la relation. Sinon, des messages d'amour, oui, mais peut-on considérer ça comme de l'emprise? Et c'était réciproque. Envie d'être cheesy de ouf, je sais pas ce que ça veut dire. Alors merci pour le temps que tu m'accordes, je t'aime fort. Ça veut dire quoi être cheesy de ouf? Si j'ai envie d'être un fromage de ouf? Puis fromage, mais quel fromage? Un roquefort? Un coulommiers? Enfin... Accusation numéro 3. Elle n'était pas dans son état normal le premier soir. Nous n'avons bu qu'un seul et unique verre, voire ticket de caisse plus bas. Durant mon interview avec la rédactrice, celle-ci n'a évoqué qu'un seul bar et a indiqué que nous avons rejoint mon domicile juste après celui-ci. Vous pouvez l'entendre dans cet extrait audio. Ah putain, il y a des extraits audio même? Ah la vache. J'ai donc transmis la copie du ticket de règlement de mon compte bancaire comme preuve qu'il n'y a eu qu'une seule consommation. C'est un bar à cocktail speakeasy, donc on paye à la fin au moment de partir. À ma grande surprise, la version a changé. Elle évoque désormais 2 bars, sans plus de précision. Je n'ai pas souvenir d'un deuxième bar, pas plus que de traces sur mon compte bancaire ou en ticket de caisse. Ce deuxième bar a-t-il été inventé pour maintenir le narratif de l'ivresse? Alors beaucoup se sont demandé, comment ça il a le ticket de caisse du bar 2 ans après? Qui garde les tickets de caisse du bar? En fait, c'est devenu tellement facile maintenant. Moi-même, ça m'arrive, je peux vous ressortir des tickets de caisse de trucs que j'ai consommés il y a plusieurs années. Parce que pour bien suivre son compte en banque, à chaque fois que je fais une dépense, je photographie le ticket de caisse et ça relie le ticket de caisse à la dépense sur la ligne sur mon compte en banque. Donc je peux revenir sur mon compte en banque, je dis tiens, c'est quoi ces 6,40 €? Je clique et j'ai le ticket de caisse qui apparaît. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ça se fait assez souvent quand tu fais des repas d'affaires ou ce genre de choses, tu photographies pour justifier comptablement aussi le bordel. Bon bref, il y a plein de choses sur le fait qu'on puisse garder un ticket de caisse plus longtemps. Surtout que ça se voit, hein, il l'a posé sur la table, il l'a photographié pour son application de transaction. On a quand même un Beach Boy, hein, quand même des cocktails à 13 €. Hein. Et encore, hein, on n'est pas sur Paris. Je sais pas si on n'est pas sur Paris, je sais pas où on est. On est où d'ailleurs? Ah si, on est sur Paris. Autant pour moi. Paris 4e. 13 € le cocktail, ça va, j'ai connu plus. J'ai connu 19 € le cocktail. Bref. Pourquoi garder les tickets aussi longtemps? C'est une habitude prise dans le cadre de la comptabilité d'entreprise. Ah putain, mais c'est exactement ce que je vous expliquais. Bien que ce soit ici une dépense en perso, par sécurité, on ne sait jamais rien, pro ou perso. Quelqu'un aurait-il pu glisser quelque chose dans son verre à notre insu? Peu probable. Il n'y avait pas grand monde et nous avions une place assise. Léa ne m'a pas semblé être en état d'ébriété avant et après le bar. Elle ne présentait aucun signe manifeste d'ivresse, aucune altération de son état ou de ses actions. On a marché 20 minutes entre mon domicile et le bar, et sa démarche, comme la discussion, était parfaitement normale. D'ailleurs, aucune discussion que nous avons eue après cette soirée ne mentionne d'ébriété, voire plus bas. Comme précisé dans l'article, je me limite à 1 verre par date, rarement 2, et jamais jusqu'à l'ivresse. Enfin, c'est pas un cocktail qui va te rendre ivre aussi. Hein. Même si une tension sexuelle avait déjà été instaurée avant notre rencontre par message, jamais je n'aurais couché avec elle si elle n'avait pas été dans son état normal. L'article insiste beaucoup là-dessus, sans faire mention du nombre de verres bu, en restant vague, sans apporter de preuves. Alors l'article ajoute cette soi-disant histoire de dents cassées. Le récit donne l'impression d'une chute lourde ou d'un coup porté, d'une dent brisée ou déchaussée, c'est totalement faux. Et un dentiste pourra en attester. On se douchait dans le noir. C'était glissant et elle s'est cognée sur la porte en plastique de la douche, mais aucune dent cassée, sinon on aurait filé à l'hôpital. Plus de peur que de mal, on en a rigolé. C'est donc devenu une blague entre nous. Cette anecdote bénigne, et qui n'est même pas de mon fait, est instrumentalisée pour soutenir un narratif mensonger de violence, comme si j'avais forcé un rapport avec quelqu'un édenté, dans une mare de sang. C'est grotesque. L'article joue continuellement sur l'omission, le voyeurisme et des détails morbides pour manipuler votre indignation.
Accusation numéro 4. Au premier rapport, le préservatif aurait craqué et j'aurais soi-disant continué. C'est le témoignage que m'a transmis la rédactrice lors de notre interview. Il n'y a jamais eu mention d'un retrait. Au contraire, elle se corrige elle-même à ce sujet. De 0,1 à 1 minute 0,1. Preuve, extrait de l'interview, où elle affirme qu'il n'y avait aucun retrait. Donc elle l'affirme. Pourquoi c'est pas indiqué dans l'article? C'est quand même balèze. Sa version a donc encore changé entre maintenant et l'interview. Quand un préservatif craque, je préviens immédiatement, ou souvenez-vous, hein, le préservatif a craqué, mais souvenez-vous, hein, le Neoxys c'est une très grosse bite. Donc c'est compliqué. Moi j'ai jamais fait craquer un préservatif. Je vais boire un verre. Quand le préservatif craque, je préviens immédiatement ma partenaire dès que je m'en rends compte et on change de préservatif. Si elle souhaite continuer, le risque d'IST-MST est mutuel. Alors je tiens à préciser, moi ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Donc pareil, de toute façon j'ai jamais mis de capote. Je préférais rester assez longtemps avec mes femmes, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme maintenant, mais on faisait des tests IST-MST avant de faire des choses, mais en fait j'ai jamais réussi à faire quelque chose avec une capote. Je suis claustrophobe de la bite en fait. Dès que je mets une capote, c'est drapeau. Donc j'attendais tranquillement d'être avec une nana qui est sûre, voilà, et que je suis assez longtemps avec elle pour le faire sans capote. Bref. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Il y a d'autres personnes qui sont claustro de la bite, histoire de savoir si je suis le seul ou pas. Bref. C'est ce qu'il se passe ce soir-là. Je l'ai immédiatement prévenu de l'accident involontaire, ça va sans dire. Elle l'a même évoqué 5 jours plus tard dans un message humoristique sans colère ni trou de mémoire, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai eu mes résultats d'analyse et je suis IST free, donc bonne nouvelle, pour toi aussi. Accusation numéro 5. Toujours dans ce premier rapport, il y aurait eu, selon elle, une seau d'eau par surprise. J'ai un souvenir clair d'une pratique volontaire de sa part, et il y a des preuves. Elle décrit ceci: je n'étais pas en mesure de bouger car j'étais sous le choc de ce qu'il se passait. C'est faux. Elle souriait, elle communiquait, elle prenait des initiatives, elle montrait du plaisir, et le rapport a continué, sans que je note de changement. On peut le voir clairement dans nos messages le lendemain. J'arrive, merci, c'était cool. Au moins, maintenant, je sais que les gens qui ne t'apprécient pas ont tort. Merci, c'est très chouette. Bon, au risque de faire ma camslot, ça te dirait qu'on remette ça une autre fois. Si jamais, oublie pas que j'ai Board of Canada. Que j'aime Board of Canada. Qu'est-ce que c'est Board of... On s'en fout. Ha ha ha, tu m'étonnes. Bon allez, je vais être direct. Maintenant que tu m'as pété les dents, c'est quand que tu me pètes le cul? Ah oui, j'aurais dû prévenir que ça serait beau. Est-ce que monsieur serait dispo jeudi parce que j'ai toujours très envie que tu me bourrines le cul? Elle adore qu'on lui crucifie le cul. Enfin, quand c'est Neoxys qui lui crucifie le cul. Je pense pas que tous les garçons ont la prestance et la qualité de literie que Neoxys semble avoir. Elles disent demander une taille pas trop grande de pénis, moi qui encaisse ta grosse queue sans problème. Hâte qu'on se refasse ça d'ailleurs. Je te kiffe. Haha, je me doute, et moi, j'ai de la chance d'avoir un partenaire aussi bien gaulé que toi. On rediscute de notre Bon, généralement, il va pas... Je suis sûr que Neoxys est content de partager ça, mais bon. On rediscute de notre premier rapport quelques jours après qu'il ne laisse aucun doute sur les préparatifs et la nature consentie de la pratique. Notez qu'elle est étrange pour quelqu'un qui affirme avoir eu un blackout de se souvenir de tels traits précis comme le goût de la semence de son partenaire. Déjà, t'as vraiment aimé mon baiser, mon petit cul, toi? Je crois que c'est d'ailleurs... Ouais. Mais parfait, j'ai très très hâte. T'as un cul qui encaisse estière. C'est une partie de Monster Hunter en fait avec lui. Je sais même pas comment c'est possible pour une première fois. Imagine ce que ça va donner après. Mais GG pour avoir eu ma virginité au cul du coup. Bon, j'étais un peu avant, mais c'est pas censé suffire. Et sans oublier la grosse queue que t'as, c'est que ce qui est pas négligeable. Mais c'est quoi, moi maintenant je demande des mensurations. C'est quoi le braquemar de Neoxys du coup? C'est quoi le braquemar de Neoxys? Comment son cerveau continue à fonctionner du coup au bout d'un moment? Est-ce qu'il a pas la tête qui tourne au bout d'un moment? Comment ça marche?
On en est où, là? Est-ce qu'il faut passer en cinémascope pour voir l'intégralité du truc? Comment ça marche? Bon, faudra me train pour la gorge profonde aussi. Ah, je compte sur toi. Toujours là pour apprendre. Oui. Et t'as le meilleur foutre du monde au passage. Elle m'avoue après le rapport et à mon grand étonnement que c'était sa première fois. Je me souviens être étonné de sa facilité pour la pratique et lui demande plusieurs fois si tout allait bien, ce à quoi elle répondait par la positive avec un sourire. Mais t'as l'impression qu'il est en chantier. Ça va derrière, tu sais, avec un casque. Brrr, ça va derrière. Mais vous faites quoi? Vous faites du forage pétrolier? Enfin, elle a un casque anti-bruit. Enfin, c'est. Elle décrit la matinée ainsi. Je me lève, je repense à ce qu'il s'est passé et je vais vomir. Sauf que le lendemain, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Déjà, je n'ai pas souvenir du réveil. Si elle avait été malade, ça m'aurait marqué. Et je lui aurais au moins demandé si elle allait mieux une fois rentrée. Jamais on évoque d'ébriété dans la conversation qui suit notre rencontre. Elle m'envoie de sa propre initiative un « Merci, c'était cool, au moins maintenant je sais que les gens qui ne t'apprécient pas ont tort ». Elle répond la même journée qu'elle souhaite me revoir. Quelques jours après, on réaborde le sujet et elle demande à refaire une odobie. On parle même de préliminaires qu'on a eu à cette pratique, sans surprise donc. Elle demandera très régulièrement cette pratique pendant nos 1 an de relation. Pourquoi l'odomie au premier rendez-vous? La réponse est dans son témoignage. Après notre rapport, elle est allée voir la gynécologue pour des saignements vaginaux métroragie. Métroragie, c'est la première fois que je vois ce truc. Ce n'est pas à cause d'une quelconque violence, mais d'un problème de gabarit. Qu'elle évoque ci-dessous. C'est peut-être pour ça que je connais pas ce mot-là. Ah, c'est pas moi qui va faire métrorager ma femme. Hein. Mais bon, j'ai eu 2 filles quand même. C'est pas la taille qui compte, hein, au bout d'un moment. Ok? Qu'elle évoque ci-dessous. Mais ce témoignage me fait mal au cœur. Qu'elle évoque ci-dessous. Désolé maman de t'obliger à lire tout ça. On en a discuté, on s'en est inquiété, et elle m'a prévenu. Quelques jours après, je suis désolé parce que ça me fait tousser, hein, tout ça. Que tout allait bien. Et c'est parce que ses rapports vaginaux étaient douloureux qu'elle a voulu essayer la sodomie. Tout s'était bien déroulé, c'est devenu une pratique courante dans notre relation. Je ne vous remets pas le message plus haut qui le prouve, encore désolé, je vous fais lire. What? Même un éléphant, ça a une plus petite trompe. Putain, mais tu m'étonnes qu'il t'ait défoncé le vagin. Mais ton anus, c'est une putain de mode de beurre à l'heure. Je vois pas d'autre explication. Mais alors, attends, moi, Neoxys, je suis désolé, mais je veux une photo, je veux une dick pic. Hein. En cinémascope, en 4D, en ce que tu veux. J'ai un Oculus Quest 3. Je veux voir ça en 3D pour juger par moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, un vagin, c'est fait aussi pour accoucher, si tu dis ça passe. Mais qu'est-ce qu'il a comme braquemar? Enfin, c'est... ouais, on est d'accord, hein. Il rate une bifle, il l'enrhume. Mais si elle te fait une pipe, tu lui déchausses une dent. Enfin... C'est quoi le bordier? C'est quoi le... Après presque 1 an de relation, 11 mois, on décide de se quitter. J'avais donc encore beaucoup... Elle pouvait plus marcher, en fait. J'avais encore beaucoup d'affection pour elle. C'était un moment difficile pour nous deux. Dire que j'aurais pu quitter Trash, mais que c'est Trash qui m'a quitté. Sauf que quelques mois après notre rupture, elle m'évoque plusieurs fois sur TikTok. Elle se serait soi-disant rendu compte que je l'ai trompée en écoutant un de mes ASMR. On était en relation libre, maintes fois discuté. Je ne serais sorti avec elle que pour le cul, non. M'affiche floutée comme étant son ex, etc. Une peine grandissante qui l'a conduit à produire plus d'une dizaine de TikTok à mon sujet, plus ou moins directement, pour beaucoup effacer. On est resté presque 1 an ensemble avec de nombreux autres rapports. Par son militantisme, elle était, comme moi, très attentive au sujet de consentement et on en discutait régulièrement. Et jamais elle n'a évoqué un problème d'alcool, de préservatif ou de pratique non consentie. Même après qu'on se soit revus, 1 an après la rupture. Ici, jamais l'article n'évoque la nature volontaire de nos jeux intimes. On ne peut pas balayer les messages et les aveux de Léa que tout se soit bien passé en prenant l'excuse d'une emprise qui serait créée en quelques minutes de conversation Tinder où elle évoquait déjà son amour pour les pratiques de domination, d'une ébriété avec un verre, d'un déni d'agression,
Après une relation d'1 an sans problème, avec des flashbacks 3 ans plus tard, un blackout, tout en donnant des détails très précis le lendemain et en me remerciant abondamment pour la soirée, demandant plusieurs fois pour se revoir. Je ne comprends pas ce qu'on me reproche ici. Au vu des faits, il me semble avoir fait les choses dans l'ordre, n'avoir jamais voulu lui faire de mal, être attentif à son consentement et son plaisir. Je sais mon ex assez intelligente pour ne pas arriver à ce genre de conclusion sans fondement et de l'exposer devant la France entière, à moins que quelqu'un l'ait poussée dans un mensonge dont elle ne peut plus se sortir. Chapitre 2. Les coulisses problématiques de l'article. La rédactrice a commencé par contacter d'autres de mes ex-petites amies, et vu que je suis en bon terme avec elle, elle m'a envoyé toutes les informations. Bonjour, je me permets de te contacter car je suis journaliste pour le quotidien 20 minutes. Je suis en train d'écrire un article sur un youtubeur que tu connais. D'après ce qu'on m'a dit, j'aimerais pouvoir échanger avec toi à ce sujet. Est-ce que tu penses qu'on pourrait s'appeler pour en parler plus en détail? Bien à toi. La rédactrice de 20 ans était alors alternante chez 20 minutes, en dernière année d'école de journalisme. En nous renseignant auprès de son établissement, elle avait un exercice à rendre pour clôture son année, une enquête. Vous ne rêvez pas. La raison principale de cet article est un devoir d'école. Bien avant sa publication en juillet, l'article était même disponible sur son CV en ligne. Ça paraît fou, et c'est pourtant la réalité. Une histoire de yole montée de toutes pièces pour avoir une bonne note et booster son CV. Projet individuel CFJ. Pour mon projet individuel, je me suis penché sur Neoxys, le fondateur du Leader Trash, une chaîne YouTube qui compte plus de 2 millions d'abonnés. C'est tellement... Elle devrait être révoquée du journalisme, en fait. Ça laisse présager, hein. En école de journalisme, elle est prête à mentir, à déformer la réalité et à faire un narratif faussé. Imaginez quand elle sera bien établie dans le journalisme. Et c'est ce qui pose aussi bien problème de tous ces journalistes qui n'ont rien de journalistique et que c'est purement de l'idéologie et de la... En gros, ils deviennent journalistes comme beaucoup de zététiciens deviennent zététiciens. C'est juste une histoire d'avoir raison et de faire passer leurs idées. Et de nourrir un narratif qui leur convient. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Moi, je peux me dire journaliste parce que je m'en fous, en fait, du narratif. Moi, c'est la réalité qui m'intéresse. Point. La vérité qui m'intéresse. Qu'elle soit contre moi ou pour moi. Point. Ça, c'est du journalisme. Du vrai journalisme. Éthique. Et beaucoup de monde devrait prendre de la graine, hein, que ce soit du côté des zététiciens ou des côtés des journalistes. Devrait prendre exemple sur moi. Et sur d'autres personnes qui font un taf admirable. Est-ce que c'est à cause de la deadline qu'elle n'a pas pris en compte tous les éléments que je lui ai transmis? La deadline de son projet scolaire était fixée au 6 juillet 2023, après que je lui ai envoyé l'épreuve et quelques jours après l'interview, faite à la dernière minute vraisemblablement. Il faudra attendre 5 mois supplémentaires pour que l'article soit publié et rien de nouveau n'a été ajouté. La rédactrice n'a pas été recrutée en tant que journaliste à 20 minutes à la fin de son alternance, elle n'a pas trouvé de poste depuis. Cet article a été vendu en tant que pigiste 4 mois après son départ. On comprend mieux la volonté de prendre l'histoire la plus croustillante possible. Et ce n'est pas fini. On a aussi découvert que la rédactrice et mon ex Léa sont des amis de longue date. D'ailleurs, il faudrait penser à 20 minutes. 20 minutes, vous êtes obligé légalement de publier le droit de réponse de Neoxys dans vos colonnes. Elle se parlait déjà régulièrement il y a plus de 6 ans. Je vous laisse imaginer toutes les implications que ça a. On se rend bien vite compte de graves problèmes déontologiques et il est inquiétant qu'un journal respectable comme 20 minutes ait laissé passer ça. On passera sur le fait que la rédactrice avait promis de ne pas utiliser ma photo ou dévoiler mon nom, doxing, et qu'elle n'a pas tenu promesse, comme si la volonté n'était plus d'informer mais d'orchestrer une mise à mort sociale. On en rajoute une couche. L'enquête s'appuie sur un enregistrement d'une conversation de plus d'1 heure, sans en expliquer la provenance. En septembre 2021, 1 an après notre rupture, Léa donne de ses nouvelles et demande à ce qu'on se revoie. Oui voilà MDR, je suis en recherche de masters actuellement, et trop bien pour toi, tu m'avais parlé de l'appart, j'espère que tu t'y sens bien. Moi je suis en train de monter une asso, et je me suis mise au tatouage AA. Ça te dit qu'on se prenne un verre un de ces jours, maybe? Je pensais parler à une amie,
Mais ce que j'ignorais, c'est que c'était un piège. Elle a enregistré illégalement toute notre soirée en caméra cachée en me posant des questions compromettantes. Je n'ai rien dit de problématique, ce qu'il y avait de plus croustillant a été mis dans l'article en isolant bien le contexte évidemment, et je m'en suis toujours tenu à la vérité. Oh là là. La vie est un long fleuve tranquille. La soirée s'est bien passée, on se rappelait des bons moments passés ensemble et j'étais persuadé que nous étions toujours en bons termes. Bredouille, la rédactrice a donc dû chercher un autre angle d'attaque qui repousse encore un peu plus les limites de la déontologie. Ou brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Très proche des filles très jeunes, c'est le sous-titre qui a été choisi dans l'un des paragraphes. Une bombe balancée sans préciser ce qu'on entend par très jeune ou très proche. En convention, on était tout le temps en groupe, pas vraiment propice à tout ça. Il y a d'autres phrases du genre très étrange formulées. Deux jeunes filles, aujourd'hui âgées de 22 ans. Marie se rend chez le youtubeur qu'elle suit depuis ses 14 ans, elle a 19 ans. Elle-même l'a fréquenté à peine majeure, elle a 19 ans. Je ne porte pas d'accusation, mais ne serait-on pas en train d'essayer, avec des formulations ambiguës, de me faire passer pour un gros pointeur alors que c'est faux? On sait très bien l'effet que ça aura sur le public. Dans ce passage de l'article, on parle pourtant d'une relation 28-19 ans, et non 30. L'article ment encore. La rencontre était d'ailleurs à l'initiative de cette personne qui se montrait très insistante, pas pour avoir des rapports. Il y a une dizaine de messages du genre. Elle dit, tu finis à quelle heure le travail de manière générale? Non, parce qu'on pourrait se faire un thé, genre jeudi ou vendredi, où je pourrais juste passer te distraire, j'ai envie de toi. On est peu ou prou... Enfin, c'est pas allé aussi loin, mais dans l'affaire d'Astérion, souvenez-vous, la nana l'a chauffé à blanc, mais tellement loin. Au final, ils ont pas fait grand-chose. Je crois que ça s'est arrêté au CUNY, vite fait. Et on a essayé, pareil, de lui monter une histoire abracadabrantesque, alors qu'il y a rien. Il y a rien. Et le nombre de ce genre de nana manipulatrice, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qui après vont se défendre par des mecs qui ont pas trop de cheveux, et qui préfèrent défendre les manipulateurs et les personnes toxiques que défendre les vraies victimes, en fait, de toutes ces histoires. Ironiquement. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cheveux. Cette personne ne me reproche d'ailleurs ni viol ni violence. Elle ne me reproche rien, en fait. J'ai même continué à travailler avec elle et l'agence publicitaire qu'elle a créée pendant des années. Et pareil, hein, Jogo, on l'oublie, hein. Qui s'est fait manipuler, qui s'est fait chauffer à blanc par une nana qui lui a envoyé des nudes, des trucs sexuels, je vais bouffer ton foutre jusqu'à plus soif, je vais te dégorger le poireau, enfin j'en sais rien, je sais plus c'est quoi le terme, qui après a porté des accusations à 2 balles sur lui, que d'ailleurs Jogo a complètement arrêté de streamer. Il est rentré en dépression face à toute la campagne de harcèlement qui s'en est suivie, parce que la nana est extrêmement bien établie et extrêmement soutenue par des très gros streamers. Et, évidemment, un ostéopathe est venu à son secours. Encore une fois, il soutient une des personnes les plus toxiques de la toile plutôt que de soutenir la vraie victime de toutes ces histoires. Et jusqu'à quelques mois encore, elle n'avait alors aucun grief contre moi. Ou du moins, pas suffisamment pour s'empêcher de faire du business ensemble. Je ne sais même pas pourquoi son témoignage est inclus dans l'article, sinon gonfler artificiellement le nombre de témoins. Je fais régulièrement des check-ups sur l'état de la relation et m'assurer que tout va bien, ce que je faisais déjà en 2016 avec elle. Petite question, t'es très sûrement maladroite. Je me suis toujours bien comporté avec toi, pas de geste déplacé. Non, pas que je sache. Enfin, tu m'as déjà parlé un peu sèchement, et un coup on se tient la main dans la rue, un coup je peux pas te toucher, non, donc c'est bizarre. Mais tu ne t'es jamais mal comporté. Pourquoi cette question sortie de nulle part? Je suis autiste pour que vous compreniez. Il est autiste, Neoxys? Ah, mais ça se trouve, il est pas autiste, hein. C'est sûr qu'il a juste une bite tellement grosse qu'il n'y a pas assez de sang dans le cerveau, en fait. C'est tout. Toutes les personnes qui témoignent sont des femmes majeures. Elles m'ont matché sur Tinder, OkCupid, aucun rapport avec YouTube. L'article joue sur les mots pour faire penser le contraire, mais c'est faux. Chapitre 3. Le cas de Marie. Léa et Marie sont amies depuis l'été 2021 au moins.
Elles ont régulièrement fait référence l'une à l'autre, elles ont beaucoup discuté de toute évidence au point de se convaincre de la chose. Marie et moi, nous nous sommes rencontrés sur OkCupid en plein confinement, juste après ma rupture avec Léa. Dans l'article, elle se présente comme une fan depuis ses 14 ans, mais c'est pas tout ce qu'elle m'a dit. Elle se moquait du fait d'être youtubeur et qu'elle ne les aimait pas. M'a-t-elle menti à l'époque ou essayait-elle maintenant de se créer un statut d'abonné fragile? On en parle aussi de l'abonné qui a essayé de faire du journalisme pour démonter MJ, puis finalement est sorti avec lui. On en a parlé de tout ça. Finalement est sorti avec lui pour abuser de lui, pour se foutre de sa gueule et pour se faire du fric sur lui. Et maintenant c'est devenu elle l'aime et c'est les autres qui lui veulent du mal et casser son couple. T'imagines le nom de toxicité et de manipulation? Et ce genre... Et encore une fois, des ostéopathes qui soutiennent ce genre de manipulateur ultra toxique. Il est dans tous les bails. Il est dans tous les bails. C'est ça qui est ouf. C'est un truc de ouf. M'a-t-elle menti à l'époque? Où essaie-t-elle maintenant de se créer un statut d'abonné fragile? Surtout que moi-même, j'ai des enregistrements justement avec cette nana où elle parle de son projet de journalisme pour débunker MJ. Ça, il vous en parle pas de cet enregistrement, étonnamment. Jamais elle ne nie la nature consentie du début du rapport, et nous n'avions pas bu d'alcool, je préfère le préciser. On parle consentement de certaines pratiques, et là encore, on instaure un safe word, framboise, pour garantir notre sécurité mutuelle. Elle m'explique qu'elle est habituée et qu'elle a beaucoup d'expérience dans la sexualité alternative. Je lui fais donc confiance pour me dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Elle se dit soumise, sub embrat, parfois switch, car je connais pas tout ça. Donc, tout ceci peut se voir dans ses publications. Donc bon, il met des extraits. Truc. Féministe et gauchiste, la bienveillance avant tout, you're safe. C'est une gauchiste militante féministe. On voit le niveau du coup. Les gens qui justifient leur comportement de merde par le second degré en disant on peut plus rien dire. LGBTQIA+ friendly, j'aime South Park et les jeux d'horreur, et j'ai une voix grave, on dit merci aux cours de chant et aux clubs par dizaines, mais promis, je suis Mimi. J'aime très fort la littérature, la musique chill type Lofi, les Disney et les Ghibli. Désolé les hommes cis-het, mais je vous aime pas beaucoup. Les personnes queer as fuck gagnent mon cœur. Sur son mime, et en plus elle a un mime OnlyFans. Femme bisexuelle. Super. Brad, c'est quoi? Brad, c'est fillette plus esclave. Ah, super. En plus, des petits côtés un peu pédos. Jure, ça vient en DM pour me demander des subs, mais non, je veux juste me faire péter le cul et gémir en fa mineur tranquille. Dis-lui à Mira que je suis sub. Je sais pas à quel moment je suis devenu aussi bottom, il s'est passé quoi entre-temps? Tu menaces ma crédibilité de bottom, c'est comme ça que je me retrouve avec des gens en DM qui veulent que je les choke, comme s'ils avaient détruit ma vie, alors que moi aussi je veux. Franchement, je veux pas king shame 1, mais le H-word qui fantasme sur le CNC, je vous jure, extrêmement fort. Je comprends rien à aucune phrase. Autant je comprends les personnes qui veulent subir le CNC, c'est archi pas le bon mot, mais je trouve pas d'autre. Mais qui fait qu'est-ce qu'il y a à voir le CNC là-dedans? Se mettre à la place du leur. Et me parlez pas de BDSM, RP ou quoi, c'est pas le propos. Là, je me questionne sur pourquoi ça excite les hommes d'être dans une situation fausse, ok, mais style où ils violent. Puis, bon, il y a un lien pour tout aussi. Genre, quand j'étais en sexpo, il y avait un ref, il faisait du CNC à sa partenaire sans dire que ça pouvait trigger les gens, vous êtes zinzin. CNC, non-consentement consensuel. Non-consentement consensuel? Alors pourquoi c'est pas NCC? Pourquoi c'est CNC? C'est quoi un non-consentement consensuel? C'est trop bizarre. L'article décrit des coups, un étranglement et une main sur sa tête pendant une fellation. Ces mots renvoient à une imagerie à 1000 lieues de ce qui s'est passé. Accusation numéro 1. Je ne porte aucun coup violent à Marie. Je me souviens de fessées dont je lui ai fait valider l'intensité, mais pas de coups dans le dos. De quoi parle-t-on? Elle précise que je lui ai demandé s'il pouvait me mettre des coups de poing. J'ai dit non. Je n'ai pas souvenir de ça, mais ok. Dans le cadre d'un rapport sauf BDSM, je demande toujours à mes partenaires avant de commencer une pratique. Preuve en est. Et avant de poser une telle question, il y a forcément des étapes, des pratiques qu'elle a validées juste avant. Finalement, ça ne s'est pas fait.
Je préfère le préciser parce que c'est volontairement flou dans l'article. À aucun moment, elle ne prétend que j'aurais donné des coups de poing. En réalité, jamais je n'ai mis de coups de poing à une femme, je ou pas je, et je n'avais pas la volonté de le faire avec Marie. Évoquer cette question est juste là pour me faire passer pour quelqu'un de violent, ce qui n'est pas vrai. Accusation numéro 2. Une fois de plus, il y a une différence entre l'interview et l'article. Jamais la rédactrice n'avait fait mention d'un étouffement de Marie jusque-là. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. J'y ai passé ma main, mais jamais je ne me serais permis d'appliquer une pression pouvant conduire à l'étouffement sans un encadrement strict, un accord clair et un signal non verbal pour arrêter. Comme le fait de lâcher un objet, par exemple. Accusation numéro 3. Ce que Marie décrit comme une main sur la tête, c'est le fait que je lui tienne les cheveux en chignon pour ne pas qu'ils rentrent dans sa bouche pendant la fellation. Il n'y avait aucune force, aucune pression, encore moins volontaire. C'est pour ça qu'ils tiennent en chignon, et pourquoi? C'est pour ça que les nanas se mettent en chignon. Je me suis toujours demandé, pourquoi les nanas se mettent en chignon? Bah, tu sais que tu vas passer un très bon quart d'heure. C'est rarement plus d'un quart d'heure. Mais au moins, je comprends mieux. Dans l'interview, on m'a décrit la scène suivante. À un moment, elle ne se sentait pas bien. Elle aurait voulu arrêter, et du coup, vous auriez contraint à une main à continuer. Notez qu'elle précise dans l'audio, oui, elle les faisait elle-même, les fellations, soulignant la nature consentie de la pratique. Alors quel est le problème? Entre l'interview et l'article, on ajoute encore une nouvelle information. Marie aurait eu un gros mouvement de recul comme seul prétendu signal, rien d'autre. Ce genre de mouvement fait toujours l'objet d'une demande de ma part pour m'assurer que tout va bien. Ça arrive, hein, tu sais, elle gag, ça je connais, elle gag, parce qu'elle va trop loin et d'un coup ça cote tous, donc il y a un mouvement de recul, c'est normal. C'est normal. Faut avoir un peu de courage aussi. Surtout si il a un braquemar d'enfer, je sais pas jusqu'à quelle phalange elle arrive, mais... En réalité, elle n'a jamais communiqué son envie d'arrêter, ce qu'elle admet dans son TikTok, aujourd'hui effacé. N'avoir pas dit non pour lui faire ou quoi. Sur le coup, je lui ai pas dit grand-chose. Ces deux extraits côte à côte, je précise. Si elle-même, qui le dit, son accusation de V, repose sur le fait qu'avec cette main qui lui tenait les cheveux, elle aurait eu le sentiment, un bref instant, d'être contraint à continuer, ce qu'elle avait commencé de façon consentie, sans pourtant s'exprimer sur son envie d'arrêter. Alors, comme communiquer constamment, du début jusqu'à la fin du rapport, elle était souriante, mais disait que tout allait bien. Donnait son avis sur les choses et prenait les initiatives avant comme après cette fellation. Il n'y avait aucune raison de penser que quelque chose ne se passait pas bien. Si tel avait été le cas, nous aurions tout de suite arrêté. Alors, ce qui est important de noter aussi, hein, quand quelqu'un vous fait une fellation, des gens, il y a plein de façons différentes de faire des fellations, il y a plein de façons de les recevoir aussi, il y a des goûts différents dans la fellation. Et des fois, tu tiens la tête de ta partenaire ou les cheveux de ta partenaire pour équilibrer le rythme. Parce qu'il y en a, ils aiment bien les fellations plutôt staccato, et d'autres plutôt legato. Tu sais, staccato, c'est ta 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 ta. Tu sais, où chaque note est bien séparée, donc c'est assez violent, c'est assez rapide. Ta 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 ta. Le legato, c'est ta ra 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 ra. Tu sais, où toutes les notes sont liées entre elles, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus rond en bouche, c'est différent. Moi, je suis plus legato que staccato, tu vois. Mais après, du coup, tu rééquilibres le rythme en tenant la tête de ta partenaire, tu réajustes, en fait, le BPM par minute, quoi. Il est étonnant qu'un journal national, parce qu'une fellation où tu tiens pas la tête de ta partenaire, c'est un peu comme faire du vélo sans les mains. Ça peut être rigolo pendant un moment, mais c'est très vite casse-gueule. Il est étonnant qu'un journal national se fasse écho d'accusations d'un crime puni de 20 ans de prison sur la base de ses seuls faits, et de sa version, pas la mienne. Il semble y avoir ici un gros problème de définition juridique. Cette accusation a plusieurs problèmes. Problème numéro 1. Déjà, Louisa, qui est son ex-petite amie à l'époque, qui explique de manière pédagogique... Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai rien fait avec ma femme, je tousse du sperme. Déjà, Louisa, qui est son ex-petite amie de l'époque, qui explique de manière pédagogique que ce qu'elle me décrivait constituait un V, en lui en parlant pendant des mois. Traduction, ta copine te raconte qu'elle t'a trompé avec un mec célibataire, et tu lui montres la tête. On parle d'emprise à longueur d'article, parlons ensuite de conformité de souvenirs. Bien qu'elle tweete abondamment, 5 jours après notre rencontre, elle ne parlait pas de V ou de coup. Elle reprochait un étranglement qui
qui n'en était pas un et dont on a discuté comme précisé plus haut, et une discussion sur les différentes formes de consentement qu'elle n'a de toute évidence pas comprises. Je n'ai pas dit ça. Les notions de V et de Q n'apparaîtront que bien plus tard avec la publication de TikTok et la discussion qu'elle a eue avec son ami. Et il cite que c'était un tue-l'amour de demander le consentement avant quoi que ce soit. La plus grosse connerie qu'on vous a racontée sur la sexualité. Ah oui, que c'était un tue-l'amour de demander le consentement avant quoi que ce soit. Et sans déconner, demander avant, il n'y a pas longtemps, on m'a étranglé sans même me demander avant, alors que j'ai des traumas concernant la violence pendant la baise. Vous savez à quel point c'est destructeur. Problème numéro 2. Sur les réseaux sociaux, elle me reproche plein de choses en vrac qui ne sont juste pas vraies. Comme le fait d'avoir bloqué son numéro et qu'elle serait restée 24 heures chez moi, voire plus bas. C'est faux. L'écart est béant entre la soirée et le récit qu'elle en fait. Après notre rapport, j'étais persuadé que tout s'était bien passé. Elle m'a montré les photos de son appartement près du quartier latin et m'a proposé de s'y revoir et de faire l'amour sur sa chaise baroque. Elle voulait rester dormir chez moi, ce que j'ai refusé car je ne me sentais pas en sécurité avec elle. Ça l'a vexée et elle est partie. J'ai envoyé un message tout content à mes amis après son départ à 23h30. J'y décrivais les soi-disant techniques secrètes qu'elle se vantait d'avoir et des pratiques où elle était active. Bref, à son départ, tout semblait s'être bien passé. Jamais, je n'aurais jamais imaginé que ça conduirait à tout ça aujourd'hui. Bon, bref, c'est une ex-conduit, quoi. Depuis, ça n'arrête pas. Elle a fait plusieurs call-outs à mon encontre avec une intention manifeste de nuire. Suite, et encore, j'ai eu la chance de le côtoyer que 24 heures et je suis ressorti avec des giga-traumas quand même. Alors imaginez ces relations longues. J'en dirai pas plus parce que c'est pas moi que ça concerne là, mais une immense merde jusqu'au bout. Mensonge, elle est restée 3-4 heures. Elle parle de mon ex ici. Néoxys de trash, tu devrais avoir honte de toi, tu mérites vraiment rien de bien. Tu mérites juste de crever seul, la gueule ouverte. Néoxys de trash est un violeur, il a abusé de moi en décembre 2020. Croyez-moi, je suis prêt à tout pour le voir tomber. Je veux sa mort, qu'elle soit sociale ou physique. Ah oui, carrément. Il a porté plainte, Néoxys. Le juge, il va faire LOL. Je me suis permis d'envoyer un message à Marie en 2023 pour comprendre son ressenti et sa colère et pouvoir entamer un dialogue, réponse glaciale. N'essaie plus jamais de me contacter par aucun moyen, t'es un immense détraqué, et je refuse que t'essayes de me faire croire que j'ai juste mal vécu la soirée, alors que t'as été absolument ignoble, plus je suis pas la première personne à qui tu fais subir ça, t'as juste peur des conséquences qui pourraient arriver. Si tu réessayes de me contacter, je te jure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te détruire, toi et ta misérable vie. Tout ça parce qu'il a une grosse bite, t'imagines ? Problème numéro 3. Je me souviens très bien de mon état d'esprit ce jour-là. J'avais peur de faire une gaffe qui finirait sur les réseaux. Parce que oui, à l'époque où on est post-balance ton youtubeur, Marie est active sur Twitter où elle se revendique misandre, haine envers les hommes. Donc vous avez tout dire. Moi franchement, t'es une nana, tu t'enquêtes sur la nana, tu dis, elle est militante, dégage. LGBT, dégage. Misandre, dégage. Féministe, dégage. Extrême gauche, dégage. C'est que des nids à problème. C'est que des psychopathes qui n'arrivent pas à vivre correctement et qui ont besoin de problèmes pour exister, en fait. Et ils ont besoin de se victimiser pour que les gens viennent les brosser dans le sens du poil, que ça va bien. Pas que des nanas, il y a des mecs aussi comme ça. Hein. Toute leur vie, ils vont se victimiser. Toute leur vie, ils vont dire « Ah, je vais pas bien, je suis en dépression, c'est horrible, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, j'ai fait une cagnotte, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?» Toute leur vie, ça va être ça. C'est un enfer. Interagissez pas avec ces gens. Interagissez pas avec ces gens. Juste laissez-les dans l'anonymat le plus complet. Je n'avais aucune envie de blesser quelqu'un de sensible. Contrairement à ce qu'affirme l'article, je n'ai jamais expliqué son call-out par le fait qu'elle soit misandre. Jamais. C'est pour ça que moi, j'aime pas être trop... Attends, c'est où ? Je n'avais pas envie de blesser quelqu'un de sensible. Je préfère blesser quelqu'un de sensible dès le début. Comme ça, il s'éloigne tout de suite, en fait, de moi. Plutôt que de faire sans, faut faire attention, faut pas le blesser, tout le bazar. Et du coup, après, il se rapproche et du coup, après, il t'encule sec. Et du coup, moi, mais attends, mais j'ai toujours été gentil avec toi, j'ai fait des efforts, j'ai fait des tout. Et après, ils s'en battent les steaks. Ils ont trouvé un nouveau truc pour se victimiser. Ils s'en battent les steaks. Ils ont aucune humanité, ces gens-là. Aucune.
il n'y a que leur ego trip qui compte. Ils sont dans un ego trip constant. Contrairement à ce qu'affirme l'article, je n'ai jamais expliqué son call-out par le fait qu'elle soit misandre, jamais. J'étais juste sur mes gardes, d'autant plus qu'elle m'avait indiqué avoir déjà call-out plusieurs autres personnes et ça a continué après. Ça ne parle pas de moi dans les screens ci-dessous. Je vais lâcher une bombe parce que je veux plus garder ça pour moi. Il y a même pas 2 semaines, je me suis fait 3 personnes en même temps, dont une qui filmait, et je pense qu'il ne manquait plus que ça pour que ça me foute ma vie en l'air. Libérer un stade où je comptabilise 2 fois plus que de partenaires avec lesquels je consentais. Attends, quoi? Elle comptabilise 2 fois plus de V que de partenaires avec lesquels je consentais. En plus, avec lesquels en écriture inclusive. Oh, court. Je viens de voir, je ne vais pas porter plainte parce que je n'ai plus de santé mentale pour le faire, que ça ne me soulagerait pas. Je le dis publiquement parce que je ne veux plus avoir honte, parce que vous trouvez ça normal qu'en 3 semaines j'ai eu le moyen de vivre 4 agressions, je suis fatigué, sacré euphémisme. Oh my god, il y a un vieux qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'étonne si je me fais V, je lui ai hurlé dessus. Frérot, j'ai l'air d'en avoir quelque chose à faire de ton avis. Ah, j'ai revu la tronche d'un de mes V, je me sens pas bien du tout d'un coup, et ça ne parle pas de moi. Un de mes V, je viens chiner un de mes potes les plus proches, vraiment cool, va crever sale chien. Ma meilleure amie de l'époque m'a forcé à lui raconter mon agression sexuelle, ce à quoi elle a répondu « Ah, mais c'est tout ?» Moi, je pense aux femmes qui se font V salement dans la rue et tout, c'est bien pire quand même. On parlera du respect quand ma chère cessera de nier mes V et mon anorexie et de nier qu'elle m'a dit qu'elle se partirait de la maison à tout jamais si je devenais anorexique parce que ma sœur avait suffisamment posé de problèmes. La liste est encore longue, mais entre son obsession de la minceur et son manque total de soutien, dès mon premier V, je cite « Mais non, vous découvrez votre corps, c'est tout, bah franchement, bof, hein. » Cette personne est réellement en souffrance, et elle est heureusement suivie et entourée. Mais je refuse de me faire imputer publiquement un crime que je n'ai pas commis. Le problème, c'est que ces genres de personnes sont entourées, en souffrance, mais le problème, c'est que leur entourage les brosse dans le sens du poil non-stop, et les enfonce dans cette souffrance, plutôt que de les confronter et trouver une issue. C'est ça qui est dangereux. Et au final, ils la regardent juste couler. C'est un enfer. C'est un enfer. Tous ces gens qui, soi-disant, veulent aider ces gens en souffrance ne font que leur mettre la tête sous l'eau et les enfoncer et mettre le pied pour qu'ils aillent encore plus profond. C'est des pompiers pyromènes. Attention, hein, sous couvert de quand du bien et de bonne valeur. Hein. Mais je n'ai jamais eu la volonté de faire le moindre mal ou d'outrepasser un consentement et tout indique dans nos communications que la soirée se passait bien. Je suis sincèrement désolé d'apprendre qu'elle l'ait vécu différemment. Ce que je lui ai communiqué dans mon message privé. Résumé des 2 accusations. On m'accuse de pratiques violentes, mais il a été prouvé avec message qu'elles ont été démasquées par ces 2 femmes dans le cadre d'un rapport sauf BDSM consenti et réciproque, encadré d'un safe word et de nombreuses sécurités. On m'accuse de 2 V, mais elles admettent que le rapport était consenti. Il y a eu des oui clairs, elles admettent n'avoir pas communiqué des refus, n'avoir pas dit non pour les faire ou quoi. Elles admettent qu'il y avait bien eu une communication régulière pendant l'acte, il m'a demandé ici, est un respect de ce qu'elles ont dit vouloir faire et ne pas faire. Léa confirme explicitement le lendemain et dans d'autres messages son consentement et son désir de pratique cité. Elle est restée en couple avec moi pendant presque 1 an, sans jamais mentionner un seul problème, enfin sauf des saignements anal. Marie considère comme contrainte le fait de lui avoir tenu les cheveux pendant une fellation qu'elle admet consentie sans y exercer de pression et en lui ayant demandé avant. On m'accuse aussi d'avoir fait l'amour à quelqu'un d'éméché alors que j'ai pu prouver avec les relevés bancaires qu'il n'y a eu qu'un seul verre consommé. Elle considère aussi avoir eu un blackout, mais le lendemain m'envoie des descriptions très précises et enjouées de nos actes, ce qui est contradictoire. D'emprise, dès le premier rendez-vous, alors que la personne admet ne pas me connaître d'avant, ni fan, ni abonné, d'être à demi-mot un pointeur alors que ces femmes étaient plus que majeures. L'article a de gros problèmes déontologiques. J'ai accepté un entretien et j'ai donné toutes mes preuves à la rédactrice qui n'a utilisé aucun élément qui prouve mon innocence, nuance les accusations. Après l'envoi de preuves, des éléments ont été modifiés. Les témoignages lus pendant l'interview ne correspondent pas à ce qui est écrit dans l'article, qui est en plus truffé de contradictions. Utilisation d'un enregistrement illégal pris à mon insu. Elle a monté en épingle une affaire de V pour refaire un devoir d'école, puis le vendre en tant que pigiste.
Elle est une amie de longue date de mon ex, Léa, qui témoigne, comme si la crédibilité du 20 minutes aurait été utilisée pour assouvir une vengeance. Cet article pourrait illustrer l'instrumentalisation de ce type d'histoire par quelques personnes en quête de scoop. L'histoire aurait été créée de toutes pièces puis vendue au journal comme une pige. Et tant pis pour la cause, ils savent très bien qu'il y a des preuves solides pour me défendre et que ça causera des débats qui blesseront les gens. Je suis resté presque 1 an avec Léa. J'ai encore de l'affection pour elle et voir sa rancœur m'attriste. Nous nous étions quittés sans embrouille, je n'arrivais pas à expliquer ce ressenti 3 ans après. J'aurais aimé lui parler, ce n'est pas faute d'avoir essayé, comprendre ce qu'elle me reproche au fond et ce qu'elles attendent. Je suis prêt à prendre mes responsabilités et faire un travail sur moi-même si nécessaire, à condition que je puisse entendre le fond du problème au-delà des faits tronqués modifiés. En 3 ans, nous avons tous changé, et si leur but est de donner une bonne leçon, laquelle, peut-être aurait-il fallu d'abord en discuter. Je ne veux aucunement nier le mal-être qu'elles expriment aujourd'hui. Malheureusement, faire des caméras cachées et créer un récit à charge devant la France entière ne me semble pas être une démarche très constructive. Le but n'est de toute évidence pas d'éduquer, de protéger d'autres femmes ou d'attendre des excuses. À quoi tout cela sert-il ? Quelques heures d'excitation à voir une personne se faire lyncher par une foule avide de sang pour reconstruire quoi ? Les seuls gagnants dans l'histoire sont les vendeurs de clics et de papier. Les seuls vendeurs dans l'histoire, ce sont ces personnes qui vont qui vont accueillir ce genre de personnes de toxicité et qui vont faire un appel d'air pour potentiellement d'autres victimes qui vont aller les voir en disant « Oh, moi aussi j'ai subi des trucs et tout le bazar » et c'est de la prédation, quoi. C'est des prédateurs ces mecs. Et je parle pas de Neoxys, ça. Croyez-moi, je suis prêt à tout pour le voir tomber, je veux sa mort, qu'elle soit sociale ou physique. J'ai toujours séparé vie privée, vie publique. Ne pas se montrer, ne pas fitter avec les personnalités qui s'effacent pour le collectif. Mes histoires privées sans lien avec YouTube n'ont rien à faire sur la place publique. Je m'excuse auprès de l'équipe et les autres youtubeurs du collectif qui n'ont rien demandé et qui se retrouveront peut-être bien, malgré eux, pris dans un déferlement de haine injustifié. De mon côté, pas le choix. Nous avons au sein de l'équipe des règles claires concernant ce genre d'affaires. La priorité est donnée à la protection de l'équipe et des abonnés. C'est pourquoi nous mettons automatiquement à l'écart les personnes accusées le temps d'en savoir plus. Il n'y a pas de raison que je déroge à ces règles, bien que je sois convaincu de mon innocence. Voilà pourquoi je suis retiré des chaînes depuis 6 mois et que la rédaction a pris ses distances avec moi, le temps d'un recul nécessaire. Ma passion, c'est partager des connaissances, pas d'être un personnage public. Je n'ai pas la force de subir un harcèlement médiatique, sourd à toute raison de discussion, que la seule damnation memorae semble pouvoir atténuer. Si la justice doit être impliquée, je me battrai avec force et conviction parce que je la sais impartiale et juste. Je n'ai aucun doute sur mon innocence et l'irréfragabilité des preuves avancées dans ma contre-enquête. J'espère que le temps pourra faire émerger la vérité, laver mon honneur, apaiser le cœur de ces 2 femmes et faire réfléchir les fermes à clics sur la déontologie à avoir quand on traite ce genre d'affaires. Incroyable réponse. Franchement, pour moi, de tous les dramas et les polémiques que j'ai traités ces années, je lui donne le Golden Globe du droit de réponse le plus propre et incroyable qui m'ait été donné de lire jusqu'à présent. Franchement, GG à Neoxys. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à favoriser l'algorithme de YouTube, et faites attention à vous. Arrêtez de coucher le premier soir, et arrêtez de coucher avec ces gonzesses, aussi bien gaulées soient-elles.